Bonjour Thierry, très heureux de te Salut, recevoir merci. pour la première fois sur la chaîne. Oui, C'est très heureux d'être là, merci beaucoup. C'est un honneur. On va parler un petit peu, on va pas revenir sur ton parcours, même si j'ai une question là-dessus. C'est, tu commences à écrire dans un fanzine dans les années 80. Tu passes chez Semic, puis rédacteur chez Panini, puis chez Delcourt fin 2004, début 2005. Ouais. Pourquoi Delcourt et surtout pourquoi encore aujourd'hui depuis tout ce temps? Parce que quand on est bien à un endroit et qu'on a une liberté d'action pour développer et animer un catalogue comme je le fais, on n'a pas de raison réelle de changer, quoi, d'une part. Dans le parcours, tu as oublié aussi les éditions Betty, parce que j'ai collaboré avec avec Didier Passamonique quand il a monté ça, et c'était à peu près au même moment où j'ai collaboré avec Panini en tant que freelancer, quoi, en fait. Oui, enfin, moi je revendique pleinement mon parcours de fan, et effectivement ça a débuté par le fanzine, c'est ce que tu évoquais en creux, c'est Scarce notamment, puis l'Inédit, enfin voilà, des endroits où on apprend un peu les ficelles du métier. C'est plus le cas aujourd'hui parce que rentrer dans l'édition BD en particulier, ça passe par des cursus de formation. Moi je suis quelqu'un qui a appris sur le tas, sur le terrain, qui a mis sa passion de la bande dessinée en général et des comics en particulier au profit d'un projet professionnel, parce qu'un jour ma femme m'a botté les fesses et m'a dit bon, ça va, tu parles de comics tous les jours et de bande dessinée, il va falloir que tu en fasses quelque chose. Donc c'est comme ça que ça s'est passé en réalité. Donc la légende en prend un coup. Non, mais c'est vraiment sympa et bien. Et pour répondre vraiment à ta question, j'ai travaillé et collaboré pendant 6 ans avec Semic. Peut-être pas 6 ans, non, c'était 80... Non, 6 ans, 98-2004. Pendant 5 ans, ça s'est extrêmement bien passé. La 6e année a été un peu infernale parce que il y avait une équipe de direction qui n'a pas du tout suivi le travail qui avait été fait pendant quelques années. On avait développé de la création, il y avait toute une équipe qui s'était formée, une espèce de famille professionnelle en fait, avec des gens dont on connaît un peu les noms aujourd'hui, comme Alexis Briclot, comme Stéphane Louis, voilà, des gens qui ont vraiment suivi un chouette parcours, et j'en suis particulièrement fier. C'est Olivier et Stéphane Perru aussi, même si Stéphane a disparu il y a maintenant quelques années. On en parlait hier soir avec les copains, parce que Angoulême et les festivals, c'est des moments aussi pour se souvenir des gens qui nous ont accompagnés tout le long, quoi. Et donc au bout d'une année, un peu l'année horribilis, la dernière année chez Semic, j'ai décidé de changer de crèmerie, parce que là c'était plus jouable, on me laissait plus faire ce que je voulais, même s'il s'agit toujours de le faire de belle manière. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, enfin être libre ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais là ça devenait plus possible, donc j'ai juste fait savoir que j'étais disponible entre guillemets, quoi, professionnellement. J'avais un projet pour monter une structure éditoriale moi-même, et puis parallèlement à ça, Guy Delcourt m'a approché pour me demander si j'étais prêt à venir m'occuper d'un catalogue comics au sein de sa structure. Faut savoir que la partie comics faisait partie de son ADN en fait, depuis la création de la société au milieu des années 80. Et il avait bien sûr à son catalogue des choses comme Elektra, Dark Knight Returns. Il avait repris une partie du catalogue Zenda, si on remonte dans l'histoire. Publié The Nam, Miracle Man, Swamp Thing. Enfin, il y avait énormément de choses qui étaient vraiment de très très haute qualité. Et puis ensuite, il avait parié sur la licence Star Wars également à l'époque, avant même mon arrivée. Il avait commencé à publier Hellboy. C'était les tout débuts de Hellboy avant mon arrivée. Et donc, jusqu'alors, toute la partie des titres comics était un peu était édité par différents éditeurs au sein de la structure, mais il n'y avait pas véritablement quelqu'un qui s'occupait exclusivement de cette partie du catalogue. Donc on s'est rencontrés, on s'est charmés mutuellement, et puis et puis ça donne 20 ans de collaboration avec Guy, et moi j'ai absolument pas à m'en plaindre, au contraire, parce que quand on reste quasiment 20 ans, parce que j'attaque ma 20e année au sein des éditions Delcourt et du groupe, on l'a vu grandir. Moi je suis arrivé dans la société, il y avait 25 personnes, aujourd'hui il y en a 150, il y a eu des rachats comme vous le savez, enfin on va pas refaire l'historique des éditions Delcourt, mais c'est resté, c'est une structure qui a grandi, qui a une vraie, il y a une vraie passion derrière, il y a une ligne éditoriale, il y a des gens qui aiment la bande dessinée, Guy en particulier, le premier. Et puis très vite, il m'a laissé approcher le catalogue comics en y ajoutant des choses, en dépoussiérant le catalogue préexistant, en amenant peut-être une touche un peu plus mainstream au catalogue que j'animais. Bien sûr, j'ai pu bénéficier d'une embellie à l'époque de Star Wars avec la prélogie qui est arrivée au cinéma, et effectivement ça a été un boost énorme sur la partie Star Wars du catalogue qu'on a suivi pendant une quinzaine d'années.
avant, il y a maintenant quelques temps, de choisir de ne pas renouveler le contrat avec Disney, parce que quand Disney a racheté Lucas, c'est devenu l'enfer de travailler avec eux. Et donc on a préféré laisser tomber, quoi. C'était tourner à vide pour uniquement donner de l'argent à des gens qui ne savaient pas du tout ce qu'ils avaient au catalogue. Donc on a préféré abandonner et puis se concentrer sur des choses qui sont aujourd'hui l'ADN du catalogue que j'ai le plaisir d'animer, à savoir quasi exclusivement des titres en creator owned. Moi, ce qui m'importe, c'est de défendre des albums et de défendre des auteurs. Et ben ça, c'est vraiment c'est le pilier en fait du catalogue aujourd'hui. Et je suis ravi de collaborer de manière très très régulière avec Eric Powell, avec Mike Mignola, avec Jeff Smith, avec Todd McFarlane. Je ne vais pas faire du name dropping, mais enfin, vous connaissez l'essence du catalogue. Et vraiment, je suis très 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 heureux de poursuivre cette collaboration et ce travail. Et voilà, c'est ce qui explique que je ne bouge pas parce que je me plais là, quoi. Tu parles du catalogue, c'est intéressant parce que justement, donc toi tu es responsable éditorial. Une partie de ton travail, c'est d'animer ce catalogue, c'est de le faire vivre, c'est d'acheter les licences, de choisir des titres minutieusement pour qu'ils soient cohérents justement avec l'ADN de Delcourt. C'est les défendre, c'est croire en ces titres. C'est une grosse responsabilité quand on fait partie finalement du Big Three d'une certaine manière. Ouais, Big Three ou pas. Enfin, tu sais, moi je suis pas du tout attaché ni au titre. On appelle ça responsable éditorial. Certains se gonflent un petit peu d'importance en appelant ça directeur littéraire, machin. Je sais pas, tout ça, ça n'a pas trop d'importance. Je pense que tout ce qui importe, c'est la manière dont tu approches le catalogue que tu animes et ce que tu veux y mettre, garder une cohérence. Il y a beaucoup de titres, moi, qui me plaisent aujourd'hui, que je vois passer, mais que je vais lire à titre personnel, mais qui, je sais, ne seront pas en cohérence avec le catalogue que j'anime. Et de la même manière, il y a des choses sur lesquelles j'ai peut-être un peu moins d'affinité à titre personnel, mais qui, je pense, trouveront leur place et puis sauront séduire une partie du public. C'est ce que tu décrivais, en fait, ça s'appelle le boulot d'éditeur, en fait. C'est juste ça. C'est transmettre sa passion, faire partager effectivement le coup de cœur qu'on peut avoir sur tel ou tel ouvrage pour tel ou tel auteur. C'est travailler en profondeur avec tel auteur ou telle équipe d'auteurs pour savoir ce qui va arriver, de quelle manière on va modeler les choses. Ça s'est passé comme ça avec Ed Brubaker et Sean Phillips, par exemple, au moment du lancement de Criminal, quoi. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais bon, la relation avec Mike Mignola, pareil, ça nous a permis d'établir sur la durée des choses intéressantes. Et puis voilà, on va arriver d'ailleurs à l'année en 2024 où on va fêter les 30 ans du personnage en collaboration, et puis ça va nous permettre de faire... je ne sais pas si on en reparlera un peu plus tard. Si on en reparlera un peu plus tard. D'accord. Alors je dis pas tout de suite. Non, c'est ça qui est intéressant en fait. Et puis quand ils sont invités, qu'on les a, c'est passer du temps avec eux, c'est comprendre qui ils sont, quel est leur ADN effectivement en tant que créateur, et de mettre ça en avant, pousser, préparer des choses qu'ils apprécient aussi en termes de produits, ce qui n'est pas du tout un gros mot. C'est de quelle manière est-ce que on met en forme en fait des ouvrages. Et moi je suis particulièrement heureux, fier, content de les voir excités quand on leur envoie un ouvrage et que la qualité de production est là, d'une part, que le contenu est un petit peu différent de ce qu'on leur propose habituellement aux États-Unis ou en Angleterre. Et voilà, et ça, ça, quand tu vois les yeux briller d'un créateur, c'est la meilleure des récompenses, quoi. Comment on arrive à s'imposer en sortant en 2023 chez Delcourt 80 albums, tandis qu'on est face sur le marché à Panini qui sort plus de 500 sorties et Urban qui en a notamment 172. On est quasiment à la moitié d'Urban là pour le coup. Ah oui, mais c'est même moins que ça, parce que moi sur le bilan 2023, je crois que je suis à une grosse cinquantaine de titres en fait, et pas 80 quoi. Ah, j'en ai vu 80 sur le catalogue Delcourt. C'était peut-être en comptant des réimpressions, des choses comme ça. Alors une réimpression pour moi c'est pas une sortie, c'est juste la continuité. Et c'est d'ailleurs ce qui fait aussi un peu notre force, au moins jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a peu de séries au long cours que l'on laisse avec des trous. Par exemple, là très récemment, il y a eu quelques semaines où le volume 1 d'Invincible était épuisé, mais bon, avant juste mon arrivée à Angoulême, on a reçu les réimpressions. Et voilà. Mais une réimpression, c'est pas une réédition. Voilà, c'est des choses très différentes. Une réédition, par exemple, c'est Scène de crime qui est sortie la semaine dernière, oui, tout à fait. Qui est une nouvelle édition dans un format différent, avec un peu de matériel additionnel par rapport à l'édition initiale qui remonte à 10 ans, quoi, par exemple. Et donc en tout, oui, c'était une grosse cinquantaine de titres. Alors comme on existe par sa singularité, par la qualité de ce que l'on propose. Alors ça, n'importe quel éditeur va te le dire, parce qu'il ne va pas te dire non, j'ai choisi de faire de la merde. C'est pas le cas. Mais d'ailleurs, il s'agit juste d'aller chercher, de sélectionner au mieux
quelque chose qui soit en cohérence avec le marché. On est sur un marché qui est en train de souffrir en ce moment sur la partie comics. C'est des réalités, c'est des choses dont on parle avec le marketing, avec la distribution, avec la diffusion. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas nous choisir de s'agiter dans tous les sens en publiant encore plus de bouquins. C'est incohérent en fait. Donc on est parti sur un programme qui est resserré, beaucoup plus focus sur les piliers du catalogue. Je suis ravi d'annoncer par exemple le retour d'un album Bone, de la série Bone par Jeff Smith cette année, qui est entièrement inédit. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui font qu'on se ressente sur des fondamentaux, et tout en proposant moins d'albums, ce qui, en conséquence, nous donne plus de temps pour s'en occuper, les choyer, les préparer en amont un peu mieux, un peu plus, travailler avec le marketing, avec la presse, avec tout ça. Et moi, je préfère cette stratégie à une stratégie de l'agitation où les gens vont juste, parce qu'ils ont un petit peu peur de l'avenir, proposer des tas de formats, des tas de choses en inondant le marché. Et puis de toute façon, moi, la nature et le contenu de mon catalogue n'a rien à voir avec celui de Panini ou de Urban. Donc je reste sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On va faire des choix stratégiques, mais en pleine réflexion. On travaille beaucoup, on réfléchit, on échange beaucoup avec Guy à ce sujet-là. Et c'est ce qui rend le boulot intéressant, parce que, écoute, comme tu l'évoquais en ouverture, ouais, ça fait 20 ans, et être éditeur, c'est aussi durer. C'est pas faire un coup, faire le beau pendant quelques temps et puis disparaître après du firmament, quoi. Ça n'a pas de sens. Voilà. Et après, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que là, on se fiche en fait de l'éditeur. Moi, je mets pas mon nom dans les bouquins, par exemple. Oui, bien sûr. Ce qui m'importe, c'est qu'on mette en avant les créateurs et les auteurs. Et puis, quand tu te rends compte qu'il y a une forme de stabilité, de choses qui sont là et qui durent, des séries qui sont systématiquement réimprimées, qui sont présentes au catalogue de manière cohérente, que l'on réédite parfois sous forme d'intégrale. Là, il y a tout un travail en amont qui est fait, et c'est pas, on ne décide pas du jour au lendemain de se dire tiens, on va faire une intégrale criminale parce que c'est super cool. Non, parce qu'on a publié 7 albums de la série criminale au départ, qui était le tout premier album qu'on a fait avec Ed et Sean. Et aujourd'hui, ouais, c'est le bon moment. Et puis, bizarrement, on vient d'annoncer une série de télé criminale, quoi. Bon, faut être honnête, on avait l'information depuis déjà un bout de temps, avant l'annonce officielle. La seule information dont on disposait pas, en fait, c'était la plateforme sur laquelle ça allait être diffusé. Mais c'est voilà, tout l'intérêt de travailler en collaboration avec des auteurs et des créateurs, c'est d'être mis un peu dans le secret des dieux. Et puis si on dure et si les gens continuent à nous faire confiance, c'est parce qu'on est capable de fermer notre bouche et de ne pas diffuser de l'information à travers des cons-là, quoi. C'est le cas pour Criminal. On discute beaucoup avec les gens de Skybound également, la structure de Robert Kirkman, et ça nous permet de savoir à l'avance ce qui va arriver l'année prochaine, par exemple. Et du coup, pour tous les lecteurs frustrés qui attendent une édition de Walking Dead en couleur, alors ça, c'est un cas un peu particulier, parce que je comprends la frustration, d'accord, ça peut être en partie la mienne aussi, parce que souvent être éditeur, c'est savoir gérer sa propre frustration, en fait, parce qu'on a plein de choses qu'on a envie de faire. Mais pour ce qui est de Walking Dead version couleur, en fait, le deal est que nous ne pouvons pas, et aucun éditeur étranger aujourd'hui ne peut publier Walking Dead sous forme de recueil, d'album, quel que soit son format, tant que ça n'aura pas été envisagé de le faire aux États-Unis. Et le fait est qu'aujourd'hui, la série ne sort que sous forme de fascicule. Oui, tout à fait. D'accord, et absolument pas sous forme de TPB ou de hardcover ou d'omnibus ou que sais-je, quoi, en fait, puisqu'on a accès aux États-Unis et sur le marché américain à une multitude de formats. Moi, je considère qu'on a déjà, en ce qui concerne Walking Dead, 2 formats qui cohabitent et qui marchent plutôt bien. Donc, déjà, belles intégrales. Des intégrations jolies, et la série standard continue à être présente, à être là, et elle continue à vendre de manière très très satisfaisante. On n'est pas dans l'urgence, on n'est pas hyper pressé de sortir aujourd'hui une série en couleur, ce qui amènerait une 3e version du même matériel, même s'il est en couleur, même s'il est remasterisé, sur le marché, parce que il ne s'agit pas de toute façon de faire les poches du lecteur. Enfin, je veux dire, c'est pas l'idée, c'est d'avoir. Essayons d'être cohérents, quoi. Je veux dire, le jour où on aura la possibilité de faire Walking Dead en version couleur, on réfléchira sur la manière qu'on a de présenter l'offre Walking Dead, quoi. Est-ce que ça sera au détriment d'une des séries présentes d'ores et déjà en noir et blanc ou pas? Je n'ai pas de réponse à ça pour l'instant. Quand on sera confronté à la décision, eh bien, on la prendra, mais en connaissance de cause, toujours un peu de la même manière. On réfléchit, keep calm, d'accord, et puis essayons de faire des choses qui sont sympas, cohérentes et tout. Oui, des fois, et ça frustre une partie du lectorat qui aujourd'hui est tellement habitué à l'immédiateté de l'information. Je prends, j'appelle ça la génération Amazon, quoi, d'accord. Oh, j'ai vu ce bouquin, je fais un clic et je l'ai dans le main, quoi, au moins de 24 heures. C'est pas notre approche du tout possible, on préfère faire les choses de manière posée, et puis ça nous donne pas tort sur la durée, quoi. Sure.
Autre question, comment en 2023, là où la plupart des éditeurs augmentent leurs prix, Delcourt reste assez constant finalement sur ses prix tout en continuant de proposer des éditions de qualité. Encore une fois, j'ai été très surpris là, ces dernières semaines avec Chroma, édition absolument incroyable, livre absolument incroyable. Je suis d'accord, merci. Et vraiment, je trouve vos éditions et vos prix toujours aussi attractifs finalement. Oui, bah parce que alors je reprends ce que j'évoquais tout à l'heure à propos de faire les poches quoi, du lecteur. C'est pas notre approche en fait. Et, on a préféré dans notre stratégie aujourd'hui. C'est payant ou c'est pas payant. C'est peut-être pas payant financièrement parlant. Si on se réfère au fait que mettre 2 ou 3 euros de plus sur une édition, ça va permettre de couvrir les coûts. Moi, je ne suis pas pour forcément, et c'est des discussions qu'on a pas seulement à mon niveau en fait, hein, c'est au niveau de la direction, je ne suis pas pour répercuter systématiquement sur le lecteur des coûts qu'on ne maîtrise pas, qui sont les coûts de fabrication, l'augmentation du papier, la conjoncture internationale, les problèmes géopolitiques qui font que, oui, depuis maintenant 2 ans, on a des hausses singulières de matières premières, de l'électricité, des coûts de l'énergie. Alors, parfois, on va pouvoir les répercuter en partie. Donc oui, on a plutôt fait un choix qui était celui qui consistait à rogner un peu sur nos marges, d'accord, plutôt que de le répercuter systématiquement sur l'ouvrage, quoi. Donc oui, je reprends et je disais que je ne suis pas sûr que le fait d'ailleurs d'avoir maintenu nos prix de vente, en fait, compte tenu de l'augmentation même des coûts des matières premières ou de l'énergie, nous ait permis de gagner des lecteurs ou de monter en flèche dans le cœur des lecteurs. Ça n'a rien à voir. C'est notre approche de respect des choses, de choisir de rogner sur nos marges plutôt que de répercuter l'augmentation des coûts sur le prix du bouquin. C'est peut-être amené à bouger, bien entendu, hein, parce que une maison d'édition, c'est une société qui est censée faire des bénéfices, parce que si on fait des bénéfices, on va durer, on va toujours être présent, et ça reste l'important, ça reste la clé de tout ce qu'on essaie de faire, c'est de s'installer dans la durée, quoi. On a parlé beaucoup des forces du catalogue depuis le début. Il y a des gros titres au sein du catalogue, Spawn, Invincible, Walking Dead, on en a déjà parlé, qui ont très vite pris, et d'autres un peu moins malheureusement, comme Stillwater notamment, qui a échappé de peu à l'annulation. Oh non, Stillwater, il y avait 3 albums de prévus, on avait prévu de faire les 3 albums de toute façon. Ouais. Peut-être veux-tu parler de Radiant Black par exemple. Radiant Black, oui, notamment. Oui, Radiant Black, c'est une série au long cours qui se poursuit d'ailleurs aux États-Unis aujourd'hui, qui est un peu le fer de lance d'un univers qu'on appelle le Massiveverse. Moi j'avais des grands espoirs de pouvoir développer effectivement ce pan du catalogue, puisqu'on se retrouve avec une série qui est d'un genre un peu mix, puisqu'on a un peu de super-héros, un peu de space opéra, enfin c'est une série de très grande qualité que j'aime beaucoup, un gros travail sur les dialogues d'ailleurs de Cal Higgins, moi que j'apprécie particulièrement, et puis ça rejoint ce que c'est que le rôle d'éditeur, c'est parfois être soi-même frustré parce que y a des choses qui marchent pas. On propose, on a beau penser que c'est de qualité et puis ça marche pas. Voilà, donc on n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers à tenter des choses, à essayer de les maintenir. On a fait, dès le premier tome, on a senti que malheureusement ça marchait pas, on a essayé un deuxième, on a essayé un troisième, quoi. Et puis vraiment, quand on sent que le lectorat n'y va pas, on peut pas continuer à prêcher dans le désert entre guillemets, quoi. Donc là on a choisi pour l'instant d'arrêter la série. Quand je dis pour l'instant, c'est pas une formulation détournée, c'est pas de la langue de bois, on peut toujours moi j'insulte jamais l'avenir, on sait jamais ce qui peut se passer, je sais pas, il suffirait qu'il y ait un dessin animé qui arrive sur Radiant Black et que ça puisse provoquer un intérêt certain pour cet univers-là, et rien ne nous empêche de reprendre. Il y a maintenant à peu près 20 ans, quand on a lancé Invincible, c'était pas du tout gagné, quoi. Il y avait eu un hiatus de parution entre les tomes 3 et 4 de plus d'1 an, je crois, parce qu'on se posait vraiment la question de savoir si on allait continuer, parce que les ventes n'étaient pas au rendez-vous. Et puis on a insisté, voilà, on a pris quand même sur nous de poursuivre. On avait des ventes qui étaient très moyennes, quoi, on va dire, mais suffisantes pour poursuivre, quoi. D'accord, mais c'était vraiment pas une série sur laquelle on a pu s'acheter des îles aux Caïmans. mais derrière, ça a duré. On a fait 25 albums et sans jamais en vendre beaucoup plus que sur le premier tome. Et puis, écoute, quand on a lancé il y a 3 ans maintenant, je crois, à peu près l'intégrale, là, on était un peu plus en phase peut-être avec les goûts du public, avec ce que le marché attendait. Et puis cette intégrale, aujourd'hui, c'est une de nos meilleures ventes, quoi. Et ça, on ne pouvait pas le prévoir, quoi. Après, une fois que l'intégrale a été lancée, il y avait 2-3 tomes sortis. Le fait que la série animée d'excellente qualité soit arrivée sur Prime Video, ça a été un booster, c'est évident, bien sûr. Ouais,
Alors comme pour Walking Dead, alors que là aussi on avait effectivement installé depuis 2007 la relance de la série. J'avais fait un premier tome chez Semic d'ailleurs, mais qui n'avait pas été suivi d'effet. Et puis quand je suis arrivé chez Delcourt, j'ai un petit peu houspillé Guy pour faire cette série. Ça a pris quelques temps avant de parvenir à le convaincre, mais on y est arrivé. Et puis quand on a lancé la série en 2007, eh bien ça a assez rapidement pris. Ça a été une bonne vente sympa, une bonne vente comics, une bonne vente BD. Ça s'est installé comme un succès avec durable parce qu'on réimprimait très vite les tomes. Et puis il y a eu une vraie explosion vers le phénomène que l'on connaît à partir du moment où la diffusion de la série télé a eu lieu en 2010, quoi. On parle beaucoup de fidéliser le lecteur. Toi, comment tu arrives à fidéliser des auteurs, des artistes ? Je n'ai pas le droit de la formule toute faite, mais en faisant ce qu'on dit et en disant ce qu'on fait. Voilà. C'est-à-dire que... Le respect, l'humain. Oui, ça je vais pas le masquer ou le refaire. Ouais, c'est le fait d'avoir des relations qui sont suivies avec de la loyauté qui en revient et je sais pas, de savoir qu'on peut discuter des projets un peu à l'avance avec Mike Mignola, avec Eric Powell, et tous ces gens-là. C'est des gens, on se suit depuis maintenant 15-20 ans. On a été les premiers pour Eric Powell par exemple à l'éditer à l'étranger. Quand Eric est venu en France la première fois, il n'était jamais sorti des États-Unis, il n'avait pas de passeport. Voilà, donc on a été les premiers à choisir de publier The Goon. Ça crée des liens et qui sont des liens qui évoluent parfois vers des liens vraiment amicaux. Donc voilà, et c'est le cas aussi avec Todd Desago, par exemple, quand on a publié Telos, d'abord chez Semic. Voilà, c'est des gens avec qui tu as une relation qui est suivie, qui est cash, qui est vraie, qui est sincère. Là, Lorenzo, quand il est revenu en France pour Chroma, il a fait une petite tournée. C'était super parce qu'on se connaît depuis maintenant quelques années, notamment depuis le lancement de Oblivion Song. Lisez Chroma. Je connaissais. Ah oui, c'est bien. Ouais. Ah, c'est bien. C'est bon, mangez-en. Non, c'est super. C'est vraiment un album qui est exceptionnel. Et puis, j'étais super content de voir une réaction d'un de mes mentors qui est Jean-Pierre Dionnet. Et Jean-Pierre disait c'est peut-être l'album de l'année, quoi. Et j'ai envoyé. Moi, je le dis tout de suite, il rentre dans mon top comics 2024. Ouais. On est sur un album de qualité, sur un scénario de qualité, et j'étais un peu frustré que ça se finisse. J'avais envie de quelques pages de plus. Oui et non, mais d'après d'un autre côté, la densité narrative, elle fait la qualité de l'album aussi. Donc étirer un peu à l'envie des concepts, c'est pas forcément ce qu'il fallait. Et puis là, il y avait un récit à raconter. Il est complet, ça en fait un album qui, comme tu l'as dit, n'est pas exorbitant en termes de prix. Et on a fait une édition dont Lorenzo lui-même nous a dit que c'est la plus belle qu'il ait vue de tout, que ce soit l'édition américaine, italienne ou autre. Ça, c'est des compliments qui vont droit au cœur. Et puis on n'a pas envie de décevoir des créateurs à la sensibilité comme Lorenzo ou bien d'autres au catalogue, quoi. Je veux dire, moi, je suis super content de travailler. Là, j'évoquais tout à l'heure l'album Bone, le nouvel album Bone de Jeff Smith. C'est un album qu'on va constituer avec des récits qu'on va aller picorer à droite à gauche dans ce qui a déjà été publié aux États-Unis, mais pas forcément exactement de la même manière ou de la même forme que ce qu'elle a connu dans sa publication américaine. Il y a eu des albums comme ça au sein du catalogue. Le Headgin d'Eric Powell, il a une forme dont Eric nous a dit ah ouais, il est super beau, il est même plus beau que ma version américaine. C'est génial quand on entend des trucs comme ça. On a fait la première édition de L'homme à la tête de vis et autres histoires déjantées, titre français revendiqué, de Mike Mignola. C'est un album qui n'existait pas tel quel aux États-Unis. Et quand Mike l'a vu, il est allé voir Dark Horse, il a dit j'aimerais bien qu'on fasse cet album-là aussi, quoi. Tout ça, c'est des petites victoires, c'est flatteur. Mais tu te dis ouais, c'est cool. C'est cool parce qu'on travaille en collaboration avec les créateurs. On ne se contente pas d'acheter des droits à droite à gauche et puis de pousser du papier, quoi. Chaque bouquin est important, chaque créateur est important, il faut en tenir compte, il faut les accompagner et on n'est pas là seulement pour vendre du papier, sinon il faut changer de métier, quoi. Le festival se passe bien ? Le festival il se passe super bien, oui. Non, c'est vrai que ça fait... on pourrait penser qu'il y a un côté blasé à en avoir fait maintenant un bon paquet, enfin 25 plus quoi, je sais plus. Je crois que le tout premier, j'étais venu en tant que rédacteur de Scarce et j'avais fait une interview d'Alex Ross, quoi. C'est mon premier souvenir, je crois. Donc c'était au milieu des années 90.
Vous étiez pas né? Si, moi aussi. Ouais. Non, c'était cool, mais après, vécu dans des conditions logistiques dantesques, logé chez l'habitant loin d'ici, à 8 dans une pièce, enfin bon, c'était marrant, c'était bien, c'était super, c'est bien éclaté. Thierry, c'était avec grand plaisir. Un merci. honneur et merci beaucoup pour Ah cette merci, interview. merci à vous, il n'y a pas de souci. Merci bien et merci aux lecteurs qui nous suivent.